positionné? Zéro cocorico. Mais c'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux. C'est fort ou rien. Il ne vous regarde pas. Il ne vous regarde pas. On préfère que vous jouez les petits chiens de garde sur les réseaux sociaux contre 20 000, 30 000 francs. C'est dans ce rôle-là qu'on vous cantonne. C'est en cela que vous êtes utile pour eux. Leurs enfants, je vous ai fait un live. Je vous avais dit que à Gadazi, c'est son fils qui était le fiancé de Myria Aziablé. Je vous avais dit ça dans un live, que c'est son fils qui doit être dans une banque actuellement à Londres, qui était le fiancé de Myria Aziablé, la ministre des Mines qui est devenue ministre de l'eau, avant que, la fille ne le largue. Je vous ai dit ça. Et ce fils d'Agadazi, il est à Londres maintenant. Demain, il pourra revenir pour être ministre des Finances. Mais vous êtes sur les réseaux sociaux en train de dire, oui, c'est fort ou rien. On ne vous nomme même pas balayeur à l'ambassade. On ne vous nomme même pas gardien à l'ambassade. On ne vous nomme même pas chauffeur à l'ambassade. Même simple chauffeur, on ne vous nomme pas l'ambassade. Mais parmi vous, vous les jeunes de UNI, ceux qui sont au ministère des Affaires étrangères, ceux qui sont dans d'autres ministères, il y en a parmi vous qui ont fait des études de diplomatie, qui ont fait les relations internationales, qui ont fait l'ENA. Pourquoi on ne vous nomme pas? Et c'est un ancien colonel, un colonel à la retraite, qu'on sort, qui a déjà occupé plusieurs postes. Et c'est lui qu'on sort pour nommer ambassadeur en France. Maintenant, vous les officiers, les colonels qui finissez votre retraite dans la misère, combien parmi vous, vous les officiers de l'armée togolaise, ont la chance d'avoir un poste comme à Gadazi? Sur 100 officiers supérieurs qui partent à la retraite, est-ce que Fort peut nommer 2, 3, 4 à des responsabilités comme à Gadazi? Non. Vous finissez dans la misère. Parmi vous, les officiers supérieurs, les colonels, les généraux, combien parmi vous disposent d'un appartement en France? Agadazi en dispose. Agadazi, je ne suis pas sûr que c'est avec son salaire d'officier supérieur qu'il a acheté son appartement à Marseille. Agadazi a un appartement à Marseille. Combien parmi vous les officiers supérieurs qui partent à la retraite au Togo ont une résidence en France? Combien parmi vous ont une résidence en France? Agadazi en a. Agadazi a une résidence à Marseille. Il a un appartement à Marseille. Combien parmi vous les officiers ont une résidence ou un appartement en France? Mais Agadazi en a. Est-ce que c'est avec son salaire de colonel qu'il a eu cette résidence en France? Même à Lomé, vous n'en avez pas. Puisque vous n'avez même pas de voiture pour vous promener à la fin de votre carrière. Voilà la réalité. Voilà la triste réalité. Voilà la triste réalité. Et voilà. Et d'ailleurs, je vais profiter pour lancer un appel à tous les Togolais de la diaspora, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Canada, et puis ceux qui sont en Europe. Moi, je suis disponible pour apporter mon expertise. Il faut qu'on recense tous les biens des barons. J'en connais plein. Il y a beaucoup de barons qui ont acheté beaucoup de résidences au Canada. Il faut qu'on les recense. Ils en ont acheté au nom de leurs enfants, certains en leur nom, certains au nom de leurs frères, certains au nom de leurs sœurs. Le Canada est le pays qui n'a pas une législation assez ferme. Donc ils en ont acheté plein. On va les recenser. Aux États-Unis, on va les recenser. En Europe, on va les recenser. Et on va commencer par mener de véritables actions contre ces gens-là. Parce que c'est l'argent du contribuable que les gens ont pris pour venir acheter ces résidences-là dans ces pays-là. Il faut qu'on trouve les moyens pour faire ce travail-là. Moi, je ne serai pas 100% disponible, mais je mettrai mes informations, mon expertise à disposition. Par exemple, en France, on peut avoir accès au cadastre. C'est autorisé. Et on peut savoir qui a quoi. Et où. On peut l'avoir. Aux États-Unis, pareil. Au Canada, on peut l'avoir aussi. Il suffit qu'on s'organise pour travailler. Il faut que ces gens-là
aussi identifier leurs biens. Et c'est l'argent du contribuable togolais qu'ils ont volé. C'est avec ça qu'ils ont acheté toutes ces résidences un peu partout. Et il faut que les Togolais, il faut qu'on cesse de bavarder sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on agisse. Et pour agir, il faut qu'on s'organise. Donc, les gens qui sont au Canada, organisez-vous. Les gens qui sont aux États-Unis, organisez-vous. Les gens qui sont en Europe, il faut qu'on s'organise. Moi, je peux donner des pistes parce que j'ai des trucs. Comme ça, ils vont comprendre. À Gadazi, oui, en Turquie, il y en a. À Dubaï, il y en a. Il y en a. Donc, à Gadazi, il y a une résidence, il a un appartement. À Marseille. Il a un appartement à Marseille. Vous, les jeunes du NIR qui bavardez sur les réseaux sociaux, vous avez quoi? Vous avez quoi? Rien. Rien. Les officiers supérieurs qui sont à la retraite, colonels, généraux, vous êtes combien à avoir des appartements en France? Vous n'en avez pas. Même vos maisons à Lomé, vous avez de la peine à les entretenir. Mais les officiers qui sont dans la minorité de forts, ils ont le droit à tout. Ils peuvent s'acheter tout. Ils ne vont jamais à la retraite. Ils sont préfets à vie. Même quand ils partent, on les ramène. Donc, il faut qu'on commence par mener une véritable croisade contre les biens mal acquis. Moi, avec ma petite expertise de journaliste d'investigation, je mettrai ça à disposition. J'ai pas mal d'adresses. Et puis, on verra ce qu'il faut faire. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur la nomination du nouvel ambassadeur. Et j'espère que les jeunes qui sont d'UNIR et qui bombent le torse, qui sont UNIR et qui insultent les gens sur les réseaux sociaux, j'espère qu'ils ont bien décrypté le message de leur champion, à savoir qu'il n'a rien à foutre de vous. Vous, votre rôle, c'est de rester sur les réseaux sociaux et insulter les gens. C'est ça. Donc, après ce sujet sur le ministre Agadazi, je vais parler de la polémique autour d'un médicament. Une polémique qui a été déclenchée ces derniers temps à Lomé à la suite d'une communication hasardeuse du ministère de... Une communication hasardeuse du ministère de... le ministère de la Santé. Et je vais partager ce communiqué avec vous et puis je vais commenter. Vous savez, nous sommes à une période où l'intelligence est devenue un délit. Et ce sont les gens qui ont le niveau approximatif que les gens suivent. Alors, il y a eu un communiqué du ministère de la Santé signé d'un certain monsieur, docteur Dalcoy Lamboni, directeur de la pharmacie du médicament et des laboratoires par intérim. Qu'est-ce que ce communiqué dit? Ce communiqué dit ceci. Je viens par la présente vous informer des dispositions suivantes concernant tous les lots de produits Clipal 600 mg bar 500 mg comprimé B12. Les grossistes répartiteurs doivent suspendre leur distribution et initier le rappel des produits concernés. Les pharmacies d'officine sont priées de cesser la dispensation des 10 produits et de les retourner. Cette mesure, c'est important, cette phrase, eux-mêmes l'ont mis en noir. Cette mesure résulte d'un défaut observé lors du contrôle visuel présentant un risque pour la santé publique. Je tiens à préciser que cette disposition ne concerne ni une suspension ni une abrogation de l'autorisation de mise sur le marché, AMM. Alors, quand dans un pays, on se retrouve dans une situation de ce genre, avec un produit sur lequel il pèse un peu de doute, la meilleure méthode pour parler aux populations, ce n'est pas de balancer un communiqué comme ça dans l'opinion, mais c'est de faire une conférence de presse, d'inviter la presse et d'associer les spécialistes pour expliquer l'anomalie ou ce qui se passe autour de ce produit-là. Ce communiqué vague qu'on a balancé sur les réseaux sociaux a fait
fait l'objet de toutes les interprétations. Chacun est allé dans son sens et l'autorité n'a même pas eu le temps de revenir pour préciser ce qu'il est en train de dire. J'ai écouté des gens qui ont dit dans des émissions qu'on dit que le produit fait quoi? Et les gens ont dit, ils ont interprété la dernière phrase en disant que le produit est en train d'abîmer les yeux des gens. Alors que la phrase, on dit, cette mesure résulte d'un défaut observé lors d'un contrôle visuel. Quand on parle d'un contrôle visuel, on ne dit pas que le produit est en train de détériorer les yeux. C'est-à-dire qu'on a juste fait un contrôle visuel. Un contrôle visuel. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé au laboratoire, on a fait un contrôle visuel. Mais les gens ont interprété ça en disant que on a dit que le produit est en train de gâter les yeux, de ne pas prendre le produit. On a juste fait une observation. Et l'observation, c'était quoi? J'ai publié ça sur ma page avant de commencer cette émission. Regardez sur ma page. Le défaut qu'il y a eu autour de ce produit, c'est la notice. Il y a eu un problème sur la notice. Particulièrement, comment l'appelle-t-on? Particulièrement la posologie. Habituellement, ce produit, c'est un antidouleur que les médecins utilisent pour tous ceux qui ont les problèmes de douleur, les opérations les problèmes post-opératoires, puisque c'est un paracétamol codéiné. Donc, les gens qui souffrent d'arthrose et tout ça. Donc, sur la notice, au lieu de crier un comprimé à prendre par jour, un comprimé par jour, comme on l'écrivait d'habitude, il y a eu une erreur de frappe, ils ont dit 11 comprimés. Donc, il y a eu une erreur sur la machine de la notice. Au lieu d'écrire un comprimé par jour, ils ont écrit 11 comprimés. Donc, le problème est venu de là. Donc, ce n'était pas un gros souci. C'était une affaire qu'on pouvait régler. Il aurait suffi que le directeur de la pharmacie, je ne sais pas quoi, comment il s'appelle, fasse une conférence de presse avec les pharmaciens et les spécialistes pour expliquer que ce n'est pas le produit lui-même qui est en cause, mais c'est la posologie. C'est une erreur qui a été détectée sur la posologie. Parce que ce produit-là, beaucoup de médecins l'utilisent pour les douleurs. Et depuis que cette histoire a commencé, les médecins ne prescrivent plus sur le produit parce que le produit n'existe plus et les patients ont des problèmes à soigner leurs douleurs. Et je profite pour dire que le Togo n'a pas de laboratoire pour analyser tous les produits qui rentrent sur notre territoire. Évidemment, il y a une cellule, il y a une pharmacovigilance qui est logée au département, à la direction, c'est pas, ils appellent ça la DPML, la direction des pharmacies du médicament de laboratoire. Cette direction se trouve dans un immeuble en face de la sûreté. Vous connaissez l'ancienne polyclinelle à Lomé. Quand vous allez au grand marché, vous avez la sûreté et en face de la sûreté, il y a un immeuble là-bas. C'est là-bas que se trouve la DPML. Donc, c'est cette cellule-là, il y a une cellule là-bas qui s'occupe de vérifier ou de valider tous les produits qui doivent venir au Togo. Mais cette cellule n'a pas de laboratoire. On n'a pas de machine, on n'a rien. Qu'est-ce qu'ils font? Cette cellule-là, elle est composée des agents du ministère, des médecins, des pharmaciens. Les laboratoires qui envoient des produits au Togo, ces laboratoires envoient à cette cellule-là tous les dossiers liés aux produits qui doivent être mis sur le marché, notamment les certifications. Si c'est en France, si c'est en Allemagne, si c'est aux États-Unis, ils envoient les certifications, tous les éléments sur le produit. Et donc la cellule analyse et donne maintenant son autorisation pour qu'il puisse y avoir une mise sur le marché. Moyennant, je pense qu'il faut payer, je ne sais pas quoi, il faut payer un agrément, je ne sais pas quoi, il faut payer quelque chose à cette cellule pour que le produit soit sur le marché. Mais on n'a pas de laboratoire. Un État indépendant pendant 60 ans n'a pas de laboratoire pour analyser lui-même tous les produits qui rentrent sur le marché. Il n'y a pas de laboratoire. Donc, la seule confiance qui permet de faire véhiculer le produit, c'est la certitude que le laboratoire donne et c'est l'observation visuelle que la cellule de pharmacovigilance fait au Togo pour donner la certification pour qu'on vende le produit sur le marché. Il n'y a pas de laboratoire. Il n'y a pas de laboratoire au Togo pour analyser les produits qu'on met sur le marché au Togo. C'est juste les documents qu'on envoie
que la cellule analyse et après la cellule donne ou non son OK pour qu'on mette le produit sur le marché. Donc, il est important qu'au niveau du ministère de la Santé, on puisse communiquer ou bien on puisse utiliser les bons communicateurs pour que des confusions comme ça ne se répandent pas dans la population et que ça entraîne, je ne sais pas, tout ce qui se passe là actuellement où les gens ont fait plein de vidéos pour dire que oui, le produit gâte les yeux, le produit tue les gens, il ne faut pas acheter. Donc, le ministère de la Santé doit revenir avec les pharmaciens pour remettre les choses à leur place. C'est un produit qui est très important, surtout pour les accidentés. Et tout le monde sait le taux d'accident qu'on a dans notre pays. Le taux d'accident qu'on a dans notre pays. Donc, c'est un produit que les médecins prescrivent régulièrement. En tout cas, il y a d'autres produits, mais c'est le plus efficace, selon les médecins, pour les gens qui souffrent d'arthrose, les douleurs, les traitements post-opératoires. Donc, on a semé une confusion dans l'opinion et aujourd'hui, il y a une panique qui s'est installée. Et demain, même si on ramène ce produit, les gens seront méfiants. Donc, c'est très important que la communication soit vraiment encadrée pour qu'on n'en arrive pas à ce genre de situation. Voilà ce que j'ai voulu dire sur ce produit. Et concernant toujours la santé, je voulais ajouter, il y a aussi des compatriotes qui m'ont interpellé sur le manque de médecins et psychiatres. Il semble, c'est selon ce que les gens m'ont dit, que le Togo n'a que 2 spécialistes, médecins psychiatres. Il n'y a que 2 spécialistes. Il y a un qui est à Kara et un qui est à Lomé. Et quand les gens ont des difficultés, soit vous vous dirigez à Kara ou vous vous dirigez à Lomé. Donc il y a un manque criard de médecins psychiatres. Vous savez que notre société aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent de dépression, qui ont des problèmes, les difficultés de la vie. Donc il y a des gens qui ont pas mal de problèmes. Et les parents ont des difficultés à les faire suivre par des médecins psychiatres. Donc on n'a que 2 médecins psychiatres, si je m'en tiens à ce qui m'a été rapporté par les patients. Et ces médecins, il y en a un à Kara et un à Lomé. En plus, les médicaments qui rentrent dans le traitement de cette maladie-là, ou de cette maladie, il y a toujours une confusion aussi entre la prescription des médecins et ceux des pharmaciens. Donc, il y a des incompréhensions. Donc, je pense qu'il faut revoir tout le protocole pour voir comment est-ce qu'on peut régulariser cette histoire. S'il faut former de nouveaux médecins psychiatres, il faut les former. S'il faut soulager les malades par d'autres méthodes, je pense qu'il faut le faire. J'ai voulu aussi là-bas placer rapidement un mot pour ne pas perdre de vue ce qui est en train de dire. Avant de toucher les gros dossiers, je voulais passer aussi un message à nos frères, nos frères qui sont jeunes à Lomé et qui s'adonnent beaucoup à l'alcool et à la drogue. J'ai été alerté par plusieurs compatriotes qui me disent qu'aujourd'hui à Lomé, beaucoup de jeunes sont dans l'alcool, dans la drogue et dans l'alcool qui n'est pas de bonne qualité. D'abord, l'alcool même n'est pas une bonne chose. Maintenant, quand vous allez prendre l'alcool qui n'est pas de bonne qualité, vous imaginez les conséquences sur votre organisme. Il y a de plus en plus de jeunes qui aujourd'hui font des AVC, qui font des accidents, des AVC, tout ça, à cause de l'alcool. Partout aujourd'hui sur notre territoire, les coins où on vend de l'alcool sont partout. Et le gouvernement qui a la responsabilité de protéger la jeunesse, parce que la jeunesse c'est la force d'un pays. C'est ceux les jeunes qui vont bâtir le Togo de demain. Si tous les jeunes qui sont dans le pays, ça donne à l'alcool. Il y a toutes sortes de boissons qui arrivent au Togo. Les boissons en sachet, les boissons je ne sais pas quoi. On ne connaît même pas les origines, on ne connaît pas les compositions, rien du tout. Et on fait la publicité sur les réseaux sociaux de toutes ces boissons alcoolisées. Personne ne dit rien. Et les jeunes, je ne parle pas du sourabi traditionnel, ça c'est aussi un autre phénomène. Les rideaux blancs, un peu partout. On utilise les tôles rouillées pour fabriquer du sourabi, du sucre pour fabriquer du sourabi. Je ne sais pas quoi, de l'alcool médicinal pour fabriquer du sourabi. Toutes ces choses-là sont dans les quartiers. Conséquence, vous avez des jeunes qui meurent d'AVC, qui ont le cirrhose de foie, qui sont apparemment jeunes, mais ils ont presque 60 ans alors qu'ils ont 40 ans.
Ouais, on utilise aussi le manioc pour faire le sorabi. Bon, ça, je ne savais pas. Donc, tout ça, ça se passe dans notre pays. Ça se passe dans notre pays. Je pense que, en attendant que les autorités, si elles nous écoutent, essayent de prendre des dispositions, nous-mêmes les jeunes, on peut faire notre propre sécurité. On peut faire notre propre discipline. On peut faire notre propre discipline. On peut se parler entre nous. Mais ces boissons frelatées que vous buvez là, vous n'avez aucune idée des dégâts que cela crée à vos corps, à votre santé. Aujourd'hui, vous voyez les avis de décès des jeunes qui meurent à 40 ans, 35 ans, 25 ans, qui s'adonnent à l'alcool. Après, c'est les boissons énergisantes. Les histoires de vaudis, de je ne sais pas quoi, toutes sortes de boissons énergisantes dont on ne connaît même pas les compositions. Parce qu'entre-temps, on dit oui, quand tu bois une boisson énergisante, tu vas tirer bien une femme. Donc tout le monde s'adonne à ça. Les gars, la vie, elle est unique. C'est vrai qu'on va mourir un jour. Nous sommes des êtres biodégradables. Il faut mourir de quelque chose. On va mourir de toute façon. Mais on ne va pas écourter notre vie avec notre propre argent. Tu ne vas pas prendre le peu d'argent que tu as pour écourter ta vie en t'adonnant l'alcool. Et à l'alcool frélaté. Alcool frélaté surtout. Des boissons en sachet. Je vois que le Bénin vient de l'interdire. Et je ne sais pas s'il y a aussi un autre pays. Surtout les boissons alcoolisées en sachet. Les petits coins de sorabi avec les ghettos qui sont partout. Maintenant, tu ajoutes le tramadol. Mais vous êtes en train de vous tuer. Les Red Bull, les tramadol. Bon, je ne suis pas Lomé, mais il y a une boisson dont on a fait la publicité à la foire. Je pense que c'est Casavino ou quelque chose comme ça. On a laissé les gens venir faire une publicité d'une boisson alcoolisée à la foire avec des jeunes. Les gars, les autorités, eux, ils boivent le meilleur vin. Ils boivent le meilleur champagne. Ils ne sont pas dans ça. C'est vous qui détruisez votre vie. Donc, il faut une sensibilisation de masse pour que nos frères et sœurs arrêtent de s'adonner à l'alcool, au tramadol, à la drogue. Il faut véritablement qu'on fasse ça. Donc, ce sujet aussi, j'ai voulu survoler ça. Il y a un autre sujet avant d'entamer les dossiers plus consistants. Il y a des amis qui m'ont dit il faut que je revienne sur la question du bradage des terres dans les villages. Bon, moi j'en ai suffisamment parlé, j'en parle régulièrement. Maintenant, il revient à ceux qui ont la gouvernance de notre pays de prendre des dispositions pour protéger les Togolais. Si dans les pays voisins, les gens prennent des dispositions pour que des étrangers n'achètent pas des terres chez eux, il faut que chez nous aussi, on ait la réciprocité. Surtout que nous avons un pays très petit et une population en pleine croissance. Mais au-delà de ça, en attendant que les fameuses autorités ne réagissent, mais il faut que nous-mêmes, on arrête de vendre nos terres à n'importe qui. Donc, moi je voudrais inviter les religieux, les prêtres, les pasteurs, même les adeptes de la religion traditionnelle, à sensibiliser les gens dans les villages, à sensibiliser les gens qui viennent à l'église, leur dire ne vendez pas vos terres. Quelle que soit la misère, ne vendez pas vos terres. À la limite, vous pouvez les louer. À la limite, vous pouvez louer vos terres, mais ne les vendez pas. On peut faire cette sensibilisation. À l'église, on peut le faire dans les funérailles, on peut le faire, je ne sais pas où, dans les fêtes, les comités villageois de développement, tout ça, on peut faire cette sensibilisation. Dire aux gens d'arrêter de vendre les terres, surtout de les vendre aux étrangers. Surtout de les vendre aux étrangers. En attendant qu'un jour, ceux qui dirigent le Togo se réveillent et mettent fin à ce phénomène, nous-mêmes, on peut conscientiser nos frères et sœurs pour que les gens arrêtent de vendre les terres. Il faut que les gens arrêtent de vendre les terres. C'est vrai qu'il y a la misère dans le pays, mais vous vendez les terres à combien? Les gens vendent les terres à combien? Je sais que parmi les structures qui sont dans l'accaparement des terres, il y a des individus,
donc des particuliers. Il y a quelques sociétés, mais il y a aussi les églises. Il y a les religions aussi les religions qui achètent beaucoup de terres, les églises qui achètent beaucoup de terres. C'est aussi une forme d'accaparement des terres. Mais il faut limiter tout ça. Il faut dès maintenant parler aux gens pour limiter les terres, la vente des terres. Les Chinois, les Libanais et tout ça. Il faut arrêter tout ça. Parlons justement des Libanais. Il y a nos frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire. La communauté togolaise en Côte d'Ivoire. La communauté togolaise en Côte d'Ivoire qui se sent de plus en plus abandonnée. Vous savez, les Togolais qui sont en Côte d'Ivoire, ils peuvent avoisiner 1 million. Les Togolais qui sont en Côte d'Ivoire peuvent avoisiner presque 1 million. Et généralement, les gens qui vont en Côte d'Ivoire, c'est pour le business, c'est pour les petits travaux, les maçons, les ferrailleurs, les staffeurs, les carreleurs. Il y en a plein en Côte d'Ivoire. Il y a énormément de Togolais en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui quittent le Togo pour aller faire le métayage en Côte d'Ivoire. Donc, tous ces gens-là ont des problèmes de carte consulaire. Parce que le Togo ne dispose pas d'une ambassade en Côte d'Ivoire. Normalement, avec le nombre aussi élevé de Togolais en Côte d'Ivoire, le Togo devait ouvrir une ambassade là-bas. Mais il n'y a pas d'ambassade du Togo en Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'un consul honoraire qui se trouve être un Libanais, un certain Hassan Zarou. Un certain Hassan Zarou, qui est consul honoraire du Togo en Côte d'Ivoire depuis les années 2000. Ça veut dire qu'il fait 25 ans. Il fait 25 ans. Il est consul honoraire du Togo en Côte d'Ivoire. Il fait 25 ans. Et c'est lui qui s'occupe de la communauté togolaise en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est à 1 heure de vol de Lomé. On n'a pas d'ambassade en Côte d'Ivoire. Mais les Togolais qui sont en Côte d'Ivoire avoisinent presque 1 million, sinon dépassent 1 million. Normalement, il doit avoir une ambassade du Togo en Côte d'Ivoire. Le Bénin a une ambassade en Côte d'Ivoire et un consulat à Bouaké. Le Togo n'a pas d'ambassade. Le consul honoraire du Togo en Côte d'Ivoire, c'est un Libanais. Il semble que c'est pas nous à l'époque qui l'avait aidé à avoir le consulat là-bas, le consul honoraire. Donc, c'est chez lui que les Togolais qui sont en Côte d'Ivoire vont faire la carte consulaire. Et ce n'est pas quelqu'un qui est véritablement disponible pour notre communauté, parce que ce n'est pas un Togolais, il s'en fout des Togolais. Lui, il utilise le titre de consul honoraire pour faire ses affaires. Et donc, les Togolais sont en Côte d'Ivoire, ils ne savent pas à quoi ça donner. Les gens souffrent. Pour faire une carte consulaire en Côte d'Ivoire, le Togolais doit débourser 8 500 pour une carte consulaire. En plus, cette carte consulaire est très limitée dans son usage. Vous ne pouvez pas faire certaines choses avec cette carte consulaire. Donc, les Togolais sont obligés de dépenser 8 500 pour se faire établir une carte consulaire en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, moi, j'interpelle les autorités pour que ce problème soit réglé. Si on ne peut pas créer une ambassade en Côte d'Ivoire, mais il faut nommer un Togolais. Pourquoi vous donnez ça à un Libanais? Là, hier, on m'a dit qu'il y a une Togolaise qui est décédée en Côte d'Ivoire. Elle est partie pour accoucher. Elle est partie pour accoucher et puis elle est décédée. On ne connaît personne de sa famille. Elle est décédée hier en Côte d'Ivoire. Elle a accouché en Côte d'Ivoire, elle est décédée. Et on a appelé le consul. Il semble ne pas être trop préoccupé. Parce que ce n'est pas un Togolais. On a appelé le consul pour voir les dispositions à prendre, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut alerter, qui on peut alerter, pour voir comment on gère le corps. Il n'y a rien. Donc, est-ce qu'un Togolais peut être consul au Liban pendant 25 ans? C'est pas normal. Donc, il faut régler aussi cette anomalie-là. Il faut régler cette anomalie. S'il y a une nécessité de créer une ambassade en Côte d'Ivoire, surtout qu'il y a beaucoup de Togolais en Côte d'Ivoire, il faut créer une ambassade. Il faut créer une ambassade. On va créer des ambassades dans les pays bizarres là, mais alors qu'à côté, on a une forte communauté qui est là. Il faut créer une ambassade en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait une structure qui s'occupe véritablement des Togolais, qui défendent les intérêts des Togolais qui sont dans ce pays-là. Donc c'est un message que je lance
à l'emploi du ministre des Affaires étrangères pour qu'il puisse faire diligence, pour qu'on nomme au moins un ambassadeur en lieu et place de ce consul honoraire qui fait 25 ans, pour que les Togolais puissent se faire traiter en toute tranquillité. Voilà ce que j'ai à dire sur les petits sujets que j'ai voulu aborder. Nous sommes 5000 en ligne sur TikTok pratiquement, 2500 sur Facebook, autant sur